Au départ, donc il y a une personne qui tourne autour d'un châssis, dont on voit un petit bout là-bas. Ce châssis est posé par terre. Elle peint ou elle peint pas, c'est selon. Elle a un pinceau dans les mains, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, si vous voulez. Et pendant qu'elle fait sa rotation autour du châssis, comme elle veut, moi je fais des photos d'elle au travail, de cette personne au travail. Et après, je sélectionne les différents éléments. Et ensuite, je projette ces images et je les dessine. Après, le papier est tendu, mouillé, étendu, et le temps que le papier devienne sec, je passe mon encre de Chine. Parce que pendant que le papier sèche, on peut travailler sur des parties humides et faire fuser les choses. Et au fur et à mesure que le temps passe, le papier devient plus sec, et à ce moment-là, on peut vraiment définir un tracé. Au travail. Oui, ça existe aussi, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces deux tableaux? Ah, ces deux tableaux magnifiques. Qui ont une certaine dynamique. Pourquoi ce choix? Alors, plusieurs questions. Au départ, ils auraient pu être vus verticalement. On aurait été en vue frontale, et je ne tenais pas à ce qu'on soit directement en vue frontale pour ne pas se laisser piéger par une curiosité qui n'était pas de mise dans ce travail-là. C'est une vue un petit peu détournée, comme fait Baselitz, par exemple, qui met ses travaux à l'envers. Moi, j'aurais fait une rotation à 90 degrés vers la gauche, et on s'intéresse à la peinture et pas autre chose qu'à la peinture, enfin à l'image et pas autre chose qu'à l'image. C'est un travail qui est fait au crayon de couleur. Vous pourrez éventuellement aller voir ça d'un peu plus près, si vous voulez. Pourquoi le crayon de couleur? Pour calmer un petit peu la stupéfaction du nu. Un nu, ça rentre toujours par réfraction dans notre vision. Il y a un effet stupéfiant. À quel moment ou quelle période vous avez fait ces tableaux? Alors, les premiers qui sont à date de 2003, les derniers sont de mars 2007, donc ils sont tout à fait récents, ils ont été finis pour l'exposition. Ça, c'est l'idée de... Vous voyez que les silhouettes qu'on voit en noir et blanc sont riches d'un dessin qui n'est pas évident, mais que l'on peut rendre évident. Et ce travail-là, c'est une schématisation un petit peu du souvenir que j'ai, moi, du Jardin des Délices de Jérôme Bosch, qui s'appelle aussi le vrai nom, c'est le Jardin des Plaisirs, et où il y a un balancement comme ça entre le rose des corps et le jaune-vert des prairies, que j'ai poussé un tout petit peu, dans une dualité, toujours pareil, rose-vert, qui est très proche de l'opposition noir-blanc. Noir et blanc, c'est ce que j'appelle un petit peu, on va de l'infra-blanc à l'ultra-noir, et c'est entre ces deux pôles-là qu'existe toute la gamme des couleurs. Et le travail que je peux faire en complémentaire, rouge et vert, jaune et violet, orange et bleu, relève du même ordre, sauf que là, ce sont des couleurs qui sont à l'intérieur de cet espace. On peut peut-être parler du pinceau. Ah, bonne question. Voilà, très bien. Très bien. Alors, je vais vous chercher un petit peu de documents. Il y a un livre magnifique de Daniel Arras qui s'appelle On n'y voit rien. Daniel Arras est un critique d'art qui est décédé, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Et il y a toute une étude sur les peintres et les outils des peintres. Et c'était sur la peinture à poil, justement, depuis quand on a peint des femmes à poil. Réponse de Daniel Arras, donc on a toujours peint à poil. Et ne dites pas que je joue sur les mots. Pinceau, qu'est-ce que ça veut dire, hein? D'où ça vient un pinceau? Ça vient du latin et ça veut dire petit pénis. Oui, monsieur, petit pénis. Péniculus en latin. C'est Cicéron qui le dit. Pinceau, petite queue, petit pénis. Quand vous y pensez, ça ouvre des horizons. Voilà. Alors, il y a une espèce de procédé qu'on peut assimiler à une mise en abîme, parce que je peins une femme qui tient un pénis, qui peint. Et il y avait aussi ce dialogue tout à fait possible entre les taches des poils pubiens, de la touffe du pinceau et la forme pleine du pinceau que l'on trouve en creux dans la racine des cheveux. Il y avait donc une conversation possible sur des gris et des noirs entre ces 3 éléments.
Puis depuis, j'ai travaillé dans différents ateliers, différentes techniques, un peu partout en France. Je suis en Dordogne depuis 1975. Je vis de la vente de mes tableaux et j'ai un atelier dans lequel j'ai des élèves auxquels je donne des cours de dessin et de peinture. Ce n'est pas à proprement parler de la peinture érotique. S'il y a un érotisme, il est, comment dit-on, il est sous-jacent, il est implicite. Il faut le chercher. Si on regarde un petit peu les tableaux, on peut se laisser embarquer dans une idée autour de ça. L'intention, elle est ici de proposer du nu, mais vraiment à l'état plastique. Voilà. Alors maintenant, ce que vous dites, c'est vrai. On a beaucoup vu de nu. C'est devenu quelque chose d'extrêmement familier. Donc, puisque les gens peuvent regarder ça en toute liberté et vraiment sans être choqués, c'est le moment de proposer une version du nu différente de ce qu'on a l'habitude de percevoir et d'aller, à partir du nu, vers des chemins de création différents. Voilà. Et sans que les gens partent en courant parce que c'est du nu. Il n'y a plus du tout, je pense, ce genre de souci, quoi. Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont les Japonais traitent le nu, parce que c'est d'un réalisme absolument extraordinaire. On imagine qu'ils ont passé des heures et des heures à observer comme ça des relations sexuelles pour pouvoir arriver à dessiner ça comme ça. Et en plus, le japonais a tendance à imaginer qu'il a une grosse quéquette, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les dessins japonais, les mains sont membrées, mais alors bien. Les Chinois sont plus modestes par rapport à ça, et quant aux Occidentaux, ma foi, c'est à peu près normal. Oui. C'est pas vraiment de la peinture, des dessins. Dans la tradition japonaise, on ne montre pas les poils pubiens. C'est quelque chose qui choque. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est une idée reçue. Combattez cette idée reçue. Je combats cette idée reçue. Il suffit d'ouvrir un bouquin de peinture érotique japonais. Tous les poils y sont, ceux du monsieur et ceux de la dame. Et en plus, ils ont une très grande. Alors, bon, comme chez nous, il y a une très grande variété de dispositions des poils pubiens. Il y a des dispositions superbes, des dispositions plus ordinaires. Et je peux vous dire que dans les dessins japonais, les aquarelles, pas les estampes, les dessins. Tout y est, et alors là, pour le coup, il ne manque pas un poil. La pilosité est épargnée dans la peinture occidentale jusqu'à... Alors, on va dire que le premier à avoir peint des femmes à poil, c'est Van Eyck, dans un retable. Il y a Ève qui est en haut à droite, elle est très équipée, il y a tout ce qu'il faut. Après, il y a une espèce de blackout jusqu'au XVIIIe siècle. Après, on connaît l'histoire de Courbet. Mais très longtemps, la pilosité, c'est en Europe que la pilosité a été chassée. Il y a des peintures où on voit 3 grâces, par exemple, de face, il n'y a rien, c'est lisse. Donc, je suppose aussi que ça a beaucoup de répercussions sur l'imaginaire des gens. Rêver à partir d'une femme qui n'a pas de pilosité, ça n'a rien à voir avec rêver à partir d'une femme qui a de la pilosité.